Bonjour Najat Vallaud-Belkacem. Bonjour. Vous vous souvenez, il y a tout juste 10 ans, mars 2006, les jeunes, les syndicats, la gauche, dans la rue contre le contrat première embauche. 10 ans plus tard, la loi El Khomri va-t-elle, comme le CPE, passer à la trappe ? Oh non, je ne le crois pas. D'abord, vous aurez remarqué que depuis le début de la semaine, les négociations, les discussions ont repris avec les partenaires sociaux. Et donc, moi, je crois tout à fait à notre capacité à arriver à un texte ambitieux qui concilie à la fois nécessité de prévisibilité et de souplesse pour les employeurs, et notamment les PME, et en même temps nécessité de sécurité et de protection pour les salariés. Bon, ça c'est dit. Qu'est-ce que vous dites aux lycéens, aux étudiants qui vont défiler demain à l'appel de l'UNEF, de la Fidel et d'autres grandes organisations qui appellent à manifester, ces jeunes ? D'abord, les organisations étudiantes comme les organisations lycéennes sont tout à fait légitimes à vouloir prendre part au débat. C'est pas rien quand même. Oui, moi je ne considère pas, si vous voulez, qu'il y aurait des sujets pour les jeunes et puis des sujets pour les grandes personnes. J'estime que les jeunes, ce sont les futurs salariés, que cette loi, précisément, elle répond à la question de l'entrée dans le monde du travail, puisque, au fond, que vise cette loi ? Les jeunes massivement frappés par le chômage, il faut le rappeler. Que vise cette loi ? Elle vise à réduire le chômage que nous connaissons comme une fatalité depuis plusieurs décennies maintenant. Et les règles du jeu qui veulent aujourd'hui que 70% des entrées dans le monde du travail se fassent en CDD au lieu de se faire en CDI. Donc chômage et précarité, c'est ce que la loi veut faire reculer. Donc évidemment que cela concerne les jeunes et que les jeunes aient leur mot à dire sur le sujet, ça ne me choque pas, bien au contraire. Mais Najat Vallaud-Belkacem, à quel niveau de mobilisation situerez-vous le blocage vis-à-vis de la loi ? Combien ? 1 million, 500 000 ? À quel moment vous direz aïe aïe aïe, ça sent le dérapage, ça va mal finir ? Mais moi je ne fais pas de... Il y a bien un moment où vous regarderez ce qui va se passer quand même. Bien sûr qu'on suit tout ça avec attention, mais moi je ne fais pas de météo sociale. Je sais que certains prétendent le faire. Je leur laisse cette discipline très complexe. Moi, ce qui m'intéresse, c'est pourquoi est-ce que les jeunes éprouvent le besoin de s'exprimer. Et je crois qu'en fait, ils nous disent leurs aspirations, non pas à du conservatisme, j'ai entendu ça ici ou là, je ne crois pas que les jeunes soient conservateurs, je crois qu'ils aspirent tout simplement à faire partie du débat, à trouver leur place dans cette société, à s'épanouir sur le marché du travail, et que oui, ce sont des arguments que l'on peut entendre, y compris pour améliorer ce projet de loi, qui en effet doit être fait aussi pour les jeunes entrants sur le marché du travail, et donc pour eux. Alors justement, on va y venir sur le détail de ce qui s'est dit ou pas d'ailleurs hier. Manuel Valls a pris la main, c'est lui qui négocie à Matignon. Est-il vrai, comme l'a révélé le Figaro hier, que le Premier ministre a reçu discrètement, il y a quelques jours, plusieurs ministres, dont vous-même, c'est ce que raconte le Figaro, pour parler de cette loi El Khomri, et que le Premier ministre aurait même agité la menace d'un éventuel départ de Matignon. Est-ce que tout ça est vrai ou est-ce que c'est faux ? Qu'il y ait des rendez-vous entre ministres, à plusieurs ministres pour discuter de la politique gouvernementale, j'allais dire, ça devrait rassurer tout le monde, n'est-ce pas ? Pour le reste, ça fait bientôt 20 ans que je fais de la politique. Moi, je ne me suis jamais prêtée au bruit de chiottes qui consiste à raconter des choses... Bruit de chiottes ? Oui, c'est ça, qui consiste à raconter des choses qui n'ont pas à être racontées. Donc, je vous invite... vous incite à inviter sur votre plateau celui ou celle qui a raconté cela pour qu'il puisse en dire davantage. Donc, bruit de toilette, c'est vrai, c'est faux ? Donc, c'est faux pour vous. Vous dites que c'est faux ce matin. Eh bien, je constate qu'il y a beaucoup d'âneries qui sont racontées sous le sceau de l'anonymat. Donc, plutôt que de rester dans l'anonymat, je préfère inviter ceux qui s'expriment à venir sur les plateaux et puis à raconter leurs âneries plus avant. En tout cas, y compris le vocabulaire que vous employez prouve qu'il y a de l'ambiance quand même en ce moment entre vous. Oh non, vous savez, de manière générale, moi, il y a une chose en politique que je n'ai jamais appréciée, à laquelle je ne me suis jamais prêtée, c'est à parler de manière anonyme. Donc moi, quand j'ai besoin de raconter qu'il y a eu telle ou telle rencontre entre ministres, quoi de plus légitime pour évoquer la suite de la politique gouvernementale, je le raconte et je dis tout ce qu'il s'est dit. En l'occurrence, il y a beaucoup de bêtises qui sont racontées et donc je ne veux pas, encore une fois... participer à ce petit jeu qui ne grandit pas la politique. Guy Berenbaum. Non mais vous savez bien qu'en disant bruit de chiottes à l'instant, ça fait démarrer, c'est un buzz qui démarre. Un bruit de chiottes, c'est pas une expression qu'on utilise comme ça, quand on est ministre tous les jours. Oui, mais parce que moi je prends la politique au sérieux. Moi j'estime qu'à un moment, vous venez de le rappeler, il y a des mobilisations, il y a des jeunes qui s'inquiètent pour leur avenir, il y a une loi travail qui a été préparée
par une ministre qui la porte avec beaucoup de pugnacité. Il y a des partenaires sociaux qui sont reçus en ce moment. Et donc, les Français ont besoin d'avoir en face d'eux un gouvernement qui agit, qui est solidaire et qui est solide, et n'ont pas besoin de ce type de récit qui alimente certes une certaine presse, tant mieux, hein, mais c'est pas ça la politique. D'accord. Alors Laurent Berger, le secrétaire général de la CFDT, exige le retrait du barème des indemnités prud'homales. Apparemment, c'est un peu le point d'achoppement. Est-ce que si ce barème des indemnités est retiré, après tout, la loi pourrait passer avec le soutien de la CFDT qui est dit syndicat réformiste? C'est un peu là la clé de voûte de la négociation qui se joue en ce moment même. Mais en fait, comme sur l'ensemble du texte, je pense que c'est important de revenir au principe. Et pourquoi est-ce que nous faisons ce que nous faisons ? Parce que ce point-là gêne la question les de la syndicats. barémisation. Mais la question de la barémisation, c'est à la fois donner plus... Au bénéfice des entreprises et au détriment des salariés, pour qu'on comprenne bien. Non, est-ce que c'est au détriment des salariés ? Justement, la négociation qui reprend va servir à revoir les curseurs, tant mieux. Mais la question, c'est est-ce que c'est au détriment des salariés que d'avoir cette barémisation ? Non, parce que y voir plus clair sur le prix de la rupture pour l'entreprise, c'est une incitation faite à embaucher en CDI plutôt qu'en CDD. Et pour le salarié, c'est aussi une forme d'équité retrouvée parce qu'aujourd'hui, en l'absence de cette barémisation, en fonction du juge devant lequel vous vous retrouvez, vous allez avoir un licenciement qui va coûter plus ou moins cher et donc un salarié qui va être plus ou moins bien traité. Donc c'est pas forcément un et point donc, qui sera que levé la loi, ou que retiré. la loi puisse fixer le barème, à la limite, ça remet tout le monde à égalité face à ce licenciement. Et moi, je pense qu'il faut vraiment concevoir cela comme un progrès aussi bien pour l'entreprise que pour le salarié. La question, c'est celle du curseur et c'est celle-là qui est discutée. Najat Vallaud-Belkacem, vous avez vu Martine Aubry hier soir au bureau national du PS qui a littéralement dézingué l'avant-projet, parce que nous sommes dans un avant-projet de loi, devant la ministre El Khomri elle-même qui était venue le défendre. Qu'est-ce que vous dites ce matin à Martine ? Que je n'ai pas apprécié sa tribune. Mais je le dis sur votre plateau, comme je l'ai dit aux principaux signataires, je n'ai pas apprécié le procédé. Je pense que nous sommes, encore une fois, dans une période toute particulière où nos concitoyens sont traversés par la tentation du pire. Et le pire, ce n'est pas seulement l'extrême droite, pour moi. C'est aussi une certaine droite qui va jusqu'à trouver son inspiration chez Donald Trump aujourd'hui. Donc, à un moment donné, peut-être qu'il faudrait que la gauche se retrousse les manches, retrouve ce qui fait sa solidité, sa solidarité, c'est-à-dire des valeurs partagées qui sont, à mon sens, bien plus importantes que les différences d'appréciation qu'on peut avoir de telle ou telle mesure. Et je pense que nous devons être à la hauteur de l'enjeu qui est de présenter un front uni à gauche face à la situation dans laquelle nous sommes et à la défiance de nos concitoyens. On vous sent très remonté ce matin contre ces divisions à gauche, parce bien que c'est la gauche qui se déchire en fait. Oui, là. Mais voilà, moi je souhaite que nous soyons tous responsables et honnêtement le gouvernement en l'occurrence, Manuel Valls, Myriam El Khomri, Emmanuel Macron qui en ce moment même reçoivent tous les partenaires sociaux pour revoir les curseurs de telle ou telle mesure et faire en sorte que ce texte puisse être le plus largement accepté, sont dans une éthique de responsabilité, donc je souhaite que nous le soyons tous. François Hollande ne doit pas céder à la rue demain, quelle que soit la mobilisation, surtout si elle est importante évidemment, il ne doit pas céder à ça. Quelle est l'idée en fait ? Non mais attendez, vous êtes d'accord que demain il y a un rendez-vous important avec le peuple ? Mais j'ai dit, moi, qu'il fallait l'écouter, qu'il faut écouter, bien sûr, et notamment les organisations de jeunesse, les partenaires sociaux, évidemment. Mais moi, je considère qu'on ne peut pas gouverner par la crainte. On gouverne par la conviction. Donc, ce qu'il nous reste à faire, c'est de convaincre le plus largement possible, comme je viens de vous le rappeler avec quelques chiffres simples. Est-ce que tout le monde a en tête, par exemple, le fait que plus de 80% des nouveaux contrats qui se signent ne sont pas des CDI ? Donc, à un moment donné, on a une société, un marché du travail qui est évolutif, qui a changé et auquel il faut aussi adopter notre législation pour précisément mieux protéger les salariés, et notamment les jeunes. Et donc, il faut qu'on soit capable de convaincre de tout ça et en même temps qu'on rappelle aussi, pardonnez-moi de prendre 2 secondes pour vous le dire, que ce gouvernement, pour le coup, a fait beaucoup pour la lutte contre le chômage comme pour la jeunesse. La priorité jeunesse de François Hollande énoncée en 2012, je peux vous dire qu'il aura été au rendez-vous parce que là, on parle de ce texte, mais enfin, depuis plusieurs mois, le chômage des jeunes est à la baisse. Le chômage des jeunes est à la baisse parce que nous avons pris des mesures. Le CICE, les emplois d'avenir, la garantie jeunesse, les bourses étudiantes pour partir sur d'autres champs. Oui, la priorité jeunesse, elle est là. Juste un mot, Najat Vallaud-Belkacem, transition toute trouvée, c'est aujourd'hui la journée du droit des femmes.
pique la question, Fabienne Synthèse. Non, allez-y. Il y a du chemin à faire encore, non? On vous a vu apparaître dans un clip, un teaser en français dans le texte, la voix des femmes indépendantes. Quelle est l'idée ce matin? Quel est le message? Vous passez à un truc, Ouais. vous passez à un autre sujet. Non, on est mais bien d'accord. c'est la journée dédiée. Bon, je sais que c'est un peu convenu, mais après tout, pourquoi pas, quoi. Écoutez, moi, je ne suis plus ministre des droits des femmes, voilà. Mais Vous êtes toujours une femme. je suis toujours une femme. Et le combat en particulier contre les violences faites aux femmes me tient toujours terriblement à cœur. Et tout ce que je peux faire pour accompagner les associations, les structures qui travaillent sur ce sujet, je le fais avec plaisir. Sarah Kadour, qui est à l'origine de cette structure, La Voix des femmes, cette association, qui va chercher chaque année des femmes de tous les milieux, et notamment de ce qu'on appelle le show business, qui soient un peu connues pour prêter leurs traits et leur voix à cette cause-là, je trouve qu'elle fait un travail formidable, donc j'ai eu envie d'y participer. Donc chaque année, c'est la chanson pour dire aux femmes qu'on peut se battre, qu'il faut relever la tête et qu'il ne faut pas s'en laisser compter. Guy. Madame la ministre, quand et comment avez-vous appris la remise de la Légion d'honneur par François Hollande au prince saoudien, Mohamed Ben Nayef? Parce qu'on a eu l'impression que c'était du catimini. Vous l'avez su quand, vous? Sur les réseaux sociaux. Bien. Et vous en avez pensé quoi? Écoutez, Jean-Marc Ayrault s'est exprimé à ce sujet. Je vous renvoie à sa réponse. Il y a des traditions c'est la vôtre qui m'intéresse. diplomatiques. Oui, il y a des traditions diplomatiques qui font que il y a des décorations qui sont remises. Je pense qu'il ne faut pas non plus en tirer plus de conséquences ou de conclusions que cela. Journée du droit des femmes, les Saoudiennes, on ne peut pas dire que ce soit formidable. Donc, pour répondre à votre question, ça ne signifie nullement qu'on cautionne la politique conduite par ce gouvernement et en particulier, bien sûr, la persistance de la peine de mort. Simplement, 70 exécutions. Il y a une tradition diplomatique. Bien. Voilà. On vous a vu jeter un œil souriant, enfin un regard souriant plutôt au début de cette interview sur un écran télé, là, avec Maria Sharapova. Vous trouvez que c'est une femme remarquable qui est empêtrée dans une histoire de dopage, c'est d'essayer de s'en expliquer. Qu'est-ce que vous avez un regard là-dessus? Vous avez été à une époque ministre chargé des sports. Oui, alors je ne suis pas sûre d'avoir un avis d'expert sur le sujet, car je n'ai pas compris si c'était un produit illicite. Matteo Maestracchi est resté en studio, c'est notre spécialiste. C'est un médicament qui aurait eu cet effet-là. En fait, mon regard amusé, c'était plutôt par rapport à la plaisanterie de votre journaliste sur la nécessité de lui sucrer ses indemnités. Enfin bon, voilà, bref. Donc, est-ce que c'était un produit illicite? C'est une substance interdite qui a été officiellement interdite depuis janvier. Ouais. Elle dit qu'elle ne savait pas que c'était devenu interdit. Et voilà, elle le présente comme un médicament, mais c'en est pas forcément un. Et elle reste une femme remarquable, malgré tout, à vos yeux? Pour l'avoir vue jouer, moi je la trouve, évidemment, je l'ai toujours trouvée exceptionnelle jusqu'à présent. Après, c'est sûr que c'est l'occasion une fois de plus de répéter combien le dopage est une pratique gravissime, et notamment pour les plus jeunes de nos joueurs, ceux qui ne sont pas d'ailleurs dans des clubs professionnels, mais qui peuvent aussi se laisser tenter. On a pu le voir récemment, donc l'occasion de passer un message. Najat Vallaud-Belkacem, invitée de France Info ce matin, merci beaucoup.